L'un des rares endroits où tu n'as sans doute pas encore voyagé est un volcan. C'est une ouverture dans la croûte terrestre par laquelle des gaz chauds, de la roche en fusion et d'autres éléments émergent à la surface de la planète. Mais lequel choisir? Il en existe différentes sortes. Par exemple, les volcans boucliers sont formés presque entièrement à partir de coulées de lave solidifiées. Les dômes de lave sont formés par de petites masses de lave trop épaisses pour parcourir de grandes distances. Tu peux aussi choisir un cône de cendres. C'est le type de volcan le plus simple qui existe. Il est construit à partir de masses de lave presque solides qui entrent en éruption à partir d'un seul évent. Cette lave est éjectée dans l'air avec une grande force. Puis elle se brise en petits fragments qui deviennent solides et retombent sous forme de cendres. Avec le temps, il forme un cône ovale ou circulaire autour de l'évent. Ces cônes s'élèvent rarement à plus de 300 mètres. Et si tu choisissais quelque chose d'encore plus impressionnant, que dirais-tu de descendre dans un stratovolcan? Énorme, puissant, aux flancs abrupts. Et une fois que tu as fait ce choix, autant opter pour un volcan actif qui est en éruption en ce moment même. Ce que tu observes maintenant s'appelle une avalanche incandescente. Le volcan vient d'éructer une énorme portion de lave qui a créé un flux pyroclastique. Sa température peut atteindre une valeur incroyable de 700 degrés. Tu vois comment ce flux se forme à partir de fragments de roche et déferle sur le flanc du volcan à une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Les cendres pleuvent sur la terre comme de la neige grisâtre et poudreuse. Les cendres volcaniques sont constituées de minuscules particules de roches pulvérisées, de verre volcanique et de minéraux. Lorsque les cendres se mélangent à l'eau des ruisseaux et des rivières de montagne, des coulées de boue déchaînées apparaissent. Malgré l'aspect effrayant de ce décor, tu t'approches. Heureusement que tu portes une combinaison de protection qui peut résister à n'importe quelle température. Plus tu t'approches, plus tu repères de fumerolles. Ce sont des trous et des fissures à la base du volcan et dans ses pentes, qui émettent d'énormes nuages de vapeur et de gaz volcaniques, dioxyde de carbone et dioxyde de soufre. Certaines des fissures sont si grandes que tu pourrais probablement t'y faufiler et jeter un coup d'œil à l'intérieur du volcan. Mais tu as une autre destination, le cratère. En chemin, tu aperçois une étrange structure conique sur le côté du volcan. On dirait une corne qui pousse sur le cône principal. Il doit s'agir d'un cône secondaire, également connu sous le nom de cône parasite. De tels cônes se forment autour des évents secondaires qui atteignent la surface des grands volcans. Dans ce cas, une éruption peut se produire non seulement par l'évent principal au sommet du volcan, mais aussi par ses évents auxiliaires. En tout cas, ce n'est pas là que tu te diriges. Tu as atteint bientôt le cratère. C'est un bassin circulaire massif. Quand tu arrives à son bord et que tu regardes à l'intérieur, tu vois qu'il est aussi très profond. L'évent de lave, qui est l'endroit où tu dois te rendre, se trouve tout au fond du cratère. Mais avant même de sauter dans l'évent, tu repères des tubes étranges qui se cachent sous la coulée de lave. Ce sont des tubes de lave, des passages naturels par lesquels la lave liquide fraîche voyage sous la surface de la coulée de lave. Tu décides de faire un détour et de suivre l'un des tunnels. C'est le tube de lave principal. Tu repères aussi plusieurs tubes plus petits. Ils fournissent de la lave à une ou plusieurs coulées de lave. Si le volcan n'entrait pas en éruption en ce moment, la lave s'écoulerait en bas de la pente de ce système de tubes. Les passages auraient des marques de lave sur les murs, un sol plat et des stalactites de lave suspendues au plafond. Mais même maintenant, il y a un espace vide au-dessus de la lave qui s'écoule. C'est parce qu'elle s'est érodée vers le bas, rendant le tube plus profond. Mais pour l'instant, tu dois entrer. Tu prends le prochain virage et retournes au cratère. Tu attends que le volcan crache une autre portion de lave bouillante et tu plonges dans la gorge du volcan. C'est l'entrée du volcan. La lave et les cendres volcaniques sont éjectées d'ici. La gorge du volcan est large et tu peux facilement t'enfoncer plus profondément. La lave qui t'entoure brille en rouge et orange. C'est parce que lorsqu'elle jaillit pour la première fois à la surface, sa température peut atteindre 1200 degrés, ce qui est assez chaud pour faire fondre le fer. Tu te déplaces vers l'évent principal. C'est un point faible de la croûte terrestre de notre planète. Là, le magma brûlant parvient à s'échapper de sa chambre et à atteindre la surface. En t'enfonçant de plus en plus profondément dans les vents, tu remarques des silces. Parfois, la lave s'infiltre entre les fissures de la croûte, s'y accumule et se cristallise. Cela crée des dépôts de cendres et de lave solidifiées, que l'on appelle des silces. Très vite, tu atteins une chambre magmatique. C'est un grand bassin de roches fondues. Celle dans laquelle tu te trouves en ce moment est assez peu profonde parce que ce n'est pas la principale. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres de plus dans les vents,
tu arrives à une autre chambre magmatique énorme. Elle alimente la petite chambre située sous la base du volcan. La chambre magmatique principale se trouve dans la croûte terrestre qui s'étend de 5 à 71 km de profondeur. La roche fondue qui s'y trouve subit une pression extrême et les températures à l'intérieur sont incroyablement élevées. Avec le temps, la roche qui entoure la chambre magmatique commence à se briser et à se fracturer. Cela crée des sorties pour le magma. Et comme elle est faite d'un matériau beaucoup moins dense que la roche environnante, le magma commence à s'infiltrer dans les fissures jusqu'à la surface. De la chambre principale, il monte vers la chambre supérieure. Puis il se fraye un chemin jusqu'à la surface dans une puissante éruption. Tu explores la chambre magmatique, puis tu décides d'aller encore plus loin, jusqu'à l'endroit d'où toute cette roche, en fusion, entre dans la chambre magmatique. Tu te déplaces dans la croûte terrestre. Le volcan est situé sur la terre ferme. C'est pourquoi ton voyage prend plus de temps que si tu voyageais à travers la croûte océanique, qui ne fait que 5 à 10 km d'épaisseur. La croûte continentale, quant à elle, est beaucoup plus épaisse. Elle peut atteindre 45 km d'épaisseur à certains endroits. Lorsque tu traverses la croûte, tu ne peux t'empêcher de remarquer sa couleur claire. C'est parce qu'elle est principalement composée de granit. Si tu traversais la croûte océanique, le matériau qui t'entoure serait sombre ou presque noir car sa composition est différente. Plus tu t'enfonces, plus il fait chaud. Bien sûr, la température ici n'est pas aussi élevée que dans la chambre magmatique. Mais tout de même, à la frontière avec le manteau, ton thermomètre indique 400 degrés. À une profondeur d'environ 32 km, tu atteins la limite entre la croûte et le manteau supérieur de la Terre. Là, la pression atteint le chiffre ahurissant de 10 000 atmosphères. C'est de là que vient le magma. Tu pourrais terminer ton voyage et retourner à la surface, mais ta curiosité est plus forte. Tu décides d'aller plus loin, jusqu'au centre de la Terre. La prochaine couche sur ton chemin est le manteau. Il constitue les 2/3 de la masse de la Terre et 84% du volume de notre planète. Il a une épaisseur de 3000 km. La roche la plus proche de la partie interne du manteau est semi-solide, comme un bonbon au caramel. La partie supérieure du manteau ainsi que la croûte sont brisées en morceaux massifs. Elles ressemblent à un puzzle colossal. Ce sont les fameuses plaques tectoniques qui dérivent à une vitesse de 2,5 à 5 cm par an. Tu te déplaces dans le manteau supérieur et tu sens les températures monter jusqu'à 870 degrés. Près de la frontière avec le noyau, la température atteint déjà 4000 degrés. La pression dans le manteau inférieur atteint 240 000 atmosphères. Tu ressentirais la même pression si 3300 éléphants faisaient une tour sur ta tête. À une profondeur d'environ 3000 km, tu vois la limite entre le manteau et le noyau externe. L'intérieur de la planète qui t'entoure chauffe jusqu'à 5000 degrés. Une telle température est suffisamment élevée pour que le noyau externe reste liquide. La pression y est de près de 2 millions d'atmosphères. Mais ce n'est pas suffisant pour que le fer dont est fait le noyau redevienne solide. Le noyau externe a une épaisseur de 2400 km. Il s'agite dans des courants massifs et turbulents et génère un champ magnétique. Dans le noyau externe, le champ magnétique de la Terre est 50 fois plus puissant qu'à la surface. Tu es maintenant à plus de 5000 km sous terre et tu as atteint le noyau interne. C'est une sphère métallique solide d'environ 2400 km de diamètre. Le noyau interne est immensément dense et tourne plus vite que le reste de la planète. La température y est aussi élevée qu'à la surface du Soleil, 5400 degrés. Et la pression à l'intérieur du noyau interne est 3 millions de fois plus élevée qu'à la surface. Il a fallu environ 500 millions d'années pour que le noyau interne se forme, ce qui signifie qu'il est plus jeune que certaines parties de la croûte. On s'est posé sur la Lune, nous avons navigué autour du monde, Roméo a aimé Juliette, on en a fait des choses. Il est difficile d'imaginer qu'il y a des créatures qui ont vu tout cela arriver. Et oui, des animaux immortels. Enfin, presque. Les éponges de verre sont d'étranges petites créatures qui restent au même endroit pendant des milliers d'années. Cachées dans leur endroit préféré sous la mer, elles ont vu les premiers Européens arriver en Amérique. Elles peuvent vivre jusqu'à 15 000 ans. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'elles peuvent contrôler leur processus de vieillissement, l'accélérer ou le ralentir. Pour se protéger, elles disposent d'un exosquelette en verre. Les homards peuvent récupérer un membre s'ils le perdent, et ils sont pratiquement immortels. Ils produisent un nombre illimité d'enzymes qui gardent leur ADN éternellement jeune. Et ils continuent constamment à grandir. Cela signifie qu'ils débordent de leur propre carapace. Ils doivent donc se débarrasser de leur exosquelette de temps en temps et passer à un autre plus gros.
Le plus gros homard jamais pêché faisait 20 kilos. C'était au large des côtes de la Nouvelle-Écosse. Les scientifiques pensent que ce gros homard avait environ 100 ans. Il était donc là quand Edison a inventé le phonographe. La créature suivante est un mélange entre une méduse et une branche d'arbre. Chaque extrémité de l'hydre a un pied annelé et elle passe ses journées à se rafraîchir au bord des lacs et des rivières. Ses tentacules s'agrippent aux savoureux snacks qui passent devant elle. Quel est donc le secret de son immortalité? C'est une question à laquelle tout le monde aimerait connaître la réponse. L'hydre a la capacité de renouveler ses cellules souches. Les scientifiques essaient de faire comme elle depuis des années. Elles peuvent réellement ralentir leur processus de vieillissement. Ces petites créatures marines sont des oursins rouges géants. Ils se reposent sur des algues dans les eaux peu profondes et sont immortels. Eh bien, nous ne les avons pas étudiés assez longtemps pour être absolument sûrs. Mais les scientifiques affirment qu'ils ne grandissent qu'en taille, pas en âge. Quoi? Ils restent comme des petits oursins, mais grossissent en taille. Adultes bébés oursins? Ok, ces bébés rouges peuvent vivre environ 100 ans, voire 200. Le plus lent de la liste, la tortue géante. Elle peut vivre jusqu'à 200 ans, et l'une des plus anciennes s'appelle Jonathan. C'est techniquement le plus vieil animal terrestre rampant. Il est né en 1832 et vit sur une île isolée appelée Sainte-Hélène. Jonathan a vraiment vécu beaucoup de choses. Il a vu la construction du tout premier gratte-ciel américain, la Tour Eiffel. Oh oui, il a aussi vécu tous les championnats du monde depuis l'âge de 71 ans. Il ne voit pas très bien et il a perdu son odorat, mais il est toujours aussi fort. Retour aux océans et aux requins du Groenland. Il est connu pour être le plus long vertébré vivant. Il peut vivre plus de 400 ans. Pour nager aussi longtemps dans l'océan profond, sombre et froid, ces requins doivent être très robustes. Ils sont capables de résister à une pression d'eau insensée. Les requins sont aujourd'hui l'une des seules créatures qui n'ont pas trop été affectées par l'évolution. De nombreux requins existent depuis les dinosaures et n'ont pas beaucoup changé depuis. Les scientifiques ont découvert qu'ils grandissent d'environ 1 cm par an. Donc, avec un peu de calcul rapide, ils peuvent facilement découvrir l'âge de ces requins coriaces. Imagine un requin plus vieux que les États-Unis. La créature suivante est probablement la plus pérenne, la plus indestructible et la plus mignonne de la liste. On l'appelle un tardigrade, mais les scientifiques l'ont surnommé l'ours des eaux, car disons qu'il y ressemble pas mal, mais il n'a pas exactement la taille d'un ours. Il a 8 pattes et des mains avec un étrange petit nez, et ces étranges créatures microscopiques sont indestructibles. Ils sont connus pour vivre dans les endroits les plus extrêmes de la planète. Ils sont parfaitement adaptés à des températures allant de 300 à moins 330 degrés Celsius. Les volcans, les nuits glaciales du désert, ils peuvent même supporter des radiations et des pressions massives dans les parties les plus profondes de l'océan. Ils peuvent même survivre dans le vide de l'espace, sans combinaison spatiale minuscule ou quoi que ce soit. Ce serait pourtant trop mignon. Jusqu'à présent, ils ont survécu 10 jours à l'extérieur d'un vaisseau spatial. Mais ils pourraient probablement résister encore plus. Les tardigrades pourraient être capables de survivre aux humains s'il y avait une sorte de catastrophe mondiale. Des organismes microscopiques en charge de la planète. Je me demande à quoi cela ressemblerait. Que ce soit tous les volcans en éruption en même temps, ou une autre période glaciaire, ou même un autre astéroïde fâcheux, les tardigrades ne s'en rendraient probablement même pas compte. Les scientifiques les étudient pour voir s'ils peuvent nous aider en nous apprenant l'existence d'une sorte de biotechnologie supérieure. Juste pour s'amuser, voici l'éphémère. Ce pauvre petit insecte ne dépasse même pas les 24 heures de vie en moyenne. Les femelles et les mâles peuvent atteindre l'incroyable âge de 2 jours. Mieux vaut profiter de l'instant présent, hein? Ces petites mouches se développent en essaim et sont connues pour avoir l'une des plus courtes durées de vie de toutes les créatures. Mais en tant qu'espèce, eh bien elles existent depuis des centaines de millions d'années. Les méduses ont découvert la fontaine de jouvence et, surprise, surprise, elle était là depuis le début. Ce n'est pas une façon de parler. Non, littéralement, la solution est en elles. Les méduses sont capables d'inverser leur processus de vieillissement quand elles le veulent. Supposons que tu nages tranquillement dans l'océan et puis que tu te dises soudain « Tiens, j'aimerais bien avoir 8 ans à nouveau ». Et pouf, ça y est. Au fait, qui voudrait avoir à nouveau 8 ans ici ? C'est ainsi que les méduses restent jeunes et vivent sans stress. Ces créatures sans cervelle et sans os peuvent revenir en arrière quand elles le veulent,
tant que personne ne les dérange. Elles sont super froides, elles flottent dans toutes les directions du courant, elles se laissent porter par la vie, quoi. Cette créature ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais on peut dire qu'elle a des caractéristiques extraterrestres. Le géant Veta est plus gros qu'une souris et est considéré comme l'un des plus gros insectes qui existent. On trouve ces grosses bêtes en Nouvelle-Zélande. Alors que les méduses peuvent inverser leur processus de vieillissement, certains membres de la famille Veta peuvent carrément revenir à la vie. Voilà ce qu'on appelle des super pouvoirs. S'ils sont complètement congelés, ils commencent à fabriquer des protéines spéciales qui empêchent leurs organes de se détériorer. Après un certain temps, ils peuvent être décongelés et ressuscités, comme si rien ne s'était passé. Fait amusant, le Veta géant a des oreilles sur les genoux de ses pattes avant. Et parce qu'elle peut ressusciter, on l'appelle aussi l'insecte zombie. C'est flippant. Les planaires sont des vers plats qui sont uniques, en plus d'être pratiquement immortels. Ce sont de véritables machines à régénérer les parties du corps perdues. Si tu prends l'un d'eux et que tu divises son corps en 10 parties, tu obtiendras 10 nouveaux planaires. Si tu continues à les diviser, ils vont continuer à se multiplier, même s'ils font généralement moins d'1 centimètre de long. Imagine si nous pouvions trouver un moyen de faire cela. Est-ce que ce serait un moyen pour nous de vivre éternellement ? Ou alors on se retrouverait dans un monde totalement fou avec des copies de tout le monde alentour. Que dirais-tu de l'équipe de relais la plus rapide du monde, 4 Usain Bolt identiques ? Les palourdes existent depuis très longtemps. Les scientifiques ont découvert qu'elles peuvent vivre jusqu'à 400 ans. Ce sont ces petites créatures à coquilles qui créent ces petites perles brillantes si appréciées de tous. Une palourde se met en mode action lorsqu'un parasite s'introduit à l'intérieur. La palourde essaie de couvrir le parasite avec un tas de produits chimiques spéciaux, les mêmes que ceux qu'elle utilise pour fabriquer l'intérieur de sa coquille. C'est là que la magie commence à opérer. Quand ces produits chimiques durcissent, ils forment une perle brillante et éclatante. Plus il y a de produits chimiques, plus la perle est grosse. Cette longue créature à l'aspect glissant vit dans les profondeurs des grottes d'Europe. Un holme peut vivre jusqu'à 100 ans. Il passe ses journées à chasser les petits insectes, les escargots et les crabes avec ses minuscules bras avant et son corps de serpent frétillant. Sa peau est si pâle que certains indigènes l'appellent même le poisson humain. Hé, attends un peu. L'holme est presque aveugle, mais il peut toujours détecter la lumière, il le fait surtout à travers sa peau. Comme les autres animaux aveugles, il a un sens de l'ouïe et de l'odorat très développé. Il tire son apparence particulière de ses petites branchies rouges autour de son cou. Imaginez un monde de métal brûlant, où le fer et le nickel dansent dans un inferno de feu. C'est le noyau interne, le cœur de notre planète. Mais que se passerait-il si ce même cœur était en train de changer ? Les dernières recherches suggèrent que le noyau interne de la Terre pourrait ralentir et même inverser sa rotation. Est-ce un signe de la fin des temps ? La Terre s'effondrera-t-elle sur elle-même ? Découvrons-le. Imaginez que vous avez un oignon géant et que chaque couche représente une différente couche de la Terre. Le centre de cet oignon, la partie que vous ne pouvez jamais atteindre, représente le noyau interne de la Terre. C'est comme une terre mystérieuse où personne n'a jamais mis les pieds. Pourtant, les scientifiques tentent de percer ses secrets depuis des siècles. Imaginez plonger profondément au centre de la terroir, au-delà de la croûte, du manteau, et enfin, à 2897 km sous la surface, où vous atteindriez le noyau interne. C'est une boule de métal brûlant, composée de fer solide et de nickel, et elle est si chaude qu'elle brille d'un blanc éclatant. Elle est également entourée d'un noyau externe liquide. Cet endroit mystérieux est incomparable à tout autre sur notre planète. Et, tenez-vous bien, il tourne sur son propre axe. Le noyau interne est comme une tornade de feu qui tourbillonne constamment, générant chaleur et énergie de l'intérieur vers l'extérieur. Mais pourquoi est-il si important d'étudier ce petit morceau de la Terre ? Eh bien, il est responsable de la création de notre champ magnétique. Ce champ magnétique est important à étudier car il nous protège des radiations nocives du Soleil. Il est généré par le mouvement du métal en fusion dans le noyau externe de la Terre et la rotation de la Terre. Ces mouvements produisent des courants électriques qui créent ensuite le champ magnétique. C'est comme un bouclier qui nous protège et aide à maintenir notre planète en bonne santé et en sécurité. Mais il reste encore tant de choses que nous ne connaissons pas sur le noyau interne. Par exemple, comment s'est-il formé ? Les scientifiques pensent donc qu'il a commencé à se solidifier il y a environ 1 milliard d'années.
Mais pourquoi cela s'est-il produit? Quel a été le déclencheur? Ou par exemple, qu'en est-il de la structure cristalline du noyau interne? On pense qu'il s'agit d'un type de fer appelé fer compact hexagonal, mais nous ne savons toujours pas si c'est effectivement le cas. En d'autres termes, nous avons de nombreuses théories, mais malheureusement, il n'y a aucun moyen de les confirmer, du moins pour l'instant. Alors, comment les scientifiques étudient-ils le noyau interne si personne ne peut s'y rendre? Ils utilisent la sismologie. La sismologie est comme un scanner sonique pour la Terre. Vous envoyez des ondes sonores à travers la Terre et mesurez la manière dont elles rebondissent pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. C'est essentiellement ainsi que nous avons découvert le noyau interne dans les années 1930. Imaginez que vous écoutez les ondes sonores avec votre machine de sismologie spéciale. Soudain, vous entendez un bruit étrange, comme un ping. Il est différent des autres sons que vous avez entendus, et vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Vous continuez à écouter, et vous entendez le ping, à nouveau, et encore. Vous commencez à réaliser que ce ping se produit chaque fois que l'onde sonore atteint le centre de la Terre. Vous étudiez de plus en plus les données, et finalement, vous comprenez. La Terre possède un noyau interne solide. Cette découverte a été une grande percée, et nous a aidé à mieux comprendre ce qui se trouve à l'intérieur de notre planète, et comment elle fonctionne. En ce moment, les scientifiques utilisent également quelque chose de similaire pour étudier ce qui se trouve à l'intérieur de notre planète. Lorsque des tremblements de terre se produisent, des ondes traversent la Terre et rebondissent sur différentes couches, y compris le noyau interne. En étudiant ces ondes, les scientifiques peuvent apprendre des propriétés du noyau interne, telles que sa densité et sa température. Ils résolvent essentiellement un mystère en rassemblant de petits indices. Et chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension. Le noyau interne est une partie unique et fascinante de notre planète. C'est un lieu où les lois de la physique fonctionnent différemment de celles à la surface. Et c'est un endroit où les scientifiques tentent encore de démêler ces nombreux mystères. Et voici l'un d'eux. Pour une raison quelconque, le cœur de notre planète est sur le point de cesser de tourner. Une nouvelle étude à ce sujet a été publiée dans Nature Géosciences. Elle a été réalisée par des chercheurs de l'Université de Pékin en Chine. Elle a révélé un énorme rebondissement. Les scientifiques ont découvert que le taux de rotation du noyau interne avait considérablement ralenti. C'est quelque chose que personne n'attendait, mais selon les résultats de leur étude, le ralentissement a commencé dès 2009. Et ce n'est pas tout. Leurs résultats suggèrent également que le noyau interne pourrait inverser sa rotation. C'est vrai, cette boule chaude de fer et de nickel qui tourne depuis des millions d'années pourrait être en train de ralentir et de changer de direction. C'est comme lorsqu'une toupie commence à ralentir, sauf que cela se passe au centre de notre planète. Les scientifiques sont perplexes face à cette découverte depuis un certain temps maintenant. Alors, qu'est-ce que cela signifie et pourquoi cela se produit-il? Eh bien, il semble qu'il pourrait y avoir un schéma plus large en jeu. Les scientifiques pensent que ce changement dans la rotation du noyau interne pourrait être dû à l'influence du manteau terrestre et du champ magnétique du noyau externe de la Terre. Le manteau et le noyau externe influencent le noyau interne, ce qui entraîne un ralentissement de sa vitesse de rotation et pourrait potentiellement changer de direction. Avant cette étude, les scientifiques pensaient que le noyau interne tournait plus rapidement que la croûte terrestre. Cependant, ces nouvelles informations suggèrent que le noyau interne pourrait ralentir en raison de l'effet gravitationnel du manteau terrestre et du champ magnétique de son noyau externe. Mais voici où cela devient encore plus intéressant. Lorsque les chercheurs ont examiné de plus près les données remontant jusqu'aux années 1960, ils ont découvert que la rotation du noyau interne de la Terre était constante de la fin des années 1970 au début des années 2000. Avant cela, ils ont trouvé qu'un autre événement possible de ralentissement ou de renversement aurait pu se produire au début des années 1970. C'est comme si la rotation du noyau interne était comme un tour de montagne russe, accélérant, ralentissant et pouvant même inverser sa trajectoire sur une période de temps. Les chercheurs estiment que ces changements se produisent tous les 7 décennies environ, ce qui est assez fou. Mais pourquoi cela se produit-il? Malheureusement, nous n'en avons toujours aucune idée. Les raisons exactes pour lesquelles le noyau interne de la Terre s'arrête parfois et commence à tourner dans une autre direction ne sont pas encore bien comprises. Cependant, les scientifiques pensent que cela pourrait être dû à des interactions complexes entre le noyau interne solide et le noyau externe liquide environnant. De nombreux éléments différents peuvent intervenir ici. Les changements de température, de pression et de composition du noyau, ainsi que le mouvement des matériaux au sein du noyau lui-même, etc.
Également, comme nous avons dit précédemment, le champ magnétique terrestre et les forces gravitationnelles provenant du manteau environnant pourraient également jouer un rôle ici. Nous avons besoin de recherches supplémentaires pour comprendre pleinement les mécanismes derrière les changements de rotation du noyau interne. Alors, le monde est-il en train de se terminer? Heureusement, non, pas tout de suite. Bien que le noyau interne change de direction actuellement, ce n'est pas la fin du monde tel que nous le connaissons. Et même si les découvertes peuvent sembler très importantes, la vie à la surface de la Terre n'a pas été beaucoup affectée, voire pas du tout. En fait, c'est juste un aspect fascinant du fonctionnement interne de la Terre dont nous apprenons davantage chaque jour. Vous pouvez donc dire avec soulagement, rien de catastrophique ne se passe. De plus, selon Hrvoje Tkalčić, géophysicien à l'Université nationale australienne, le noyau interne est maintenant plus en phase avec le reste de la planète qu'il ne l'était il y a une décennie, lorsqu'il tournait un peu plus vite. Dans l'ensemble, cette nouvelle étude a ajouté une étrange tournure à l'histoire du noyau interne de la Terre. Et les scientifiques pensent qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur ce lieu mystérieux. Qui sait quels autres secrets sont cachés au cœur de notre planète? Les possibilités sont infinies. Alors, continuons à rechercher et profitons de notre séjour sur cette incroyable planète.